Alors, je vous propose de reprendre ce webinaire. Donc, après avoir abordé la question des enjeux du télétravail en termes d'opportunités et de risques, nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement à la question des collaborations, des collectifs de travail dans cette modalité d'organisation à distance, avec donc deux témoignages. D'abord un entretien filmé de Yves Clos, ainsi que un témoignage de Aubry Prieur, qu'on remercie, qui est avec nous pour cet atelier et qui est consultant pour le COPAS. Alors, à quelles conditions peut-on coopérer autrement lorsque la relation en présentiel se réduit? Est-ce qu'on peut tout aborder à distance? Et surtout, comment construire, maintenir et soutenir des collectifs de travail qui sont porteurs de sens, de performance et d'innovation quand on perd en proximité? Ce que on va vous proposer pour introduire cet atelier, c'est de, comme tout à l'heure, répondre à un petit sondage en haut à droite de votre écran. À propos de la pratique du télétravail dans votre entreprise, vous diriez qu'elle n'a aucun impact sur les relations de travail. À l'inverse, qu'elle renforce les liens entre collègues et améliore les collaborations. À l'inverse, vous diriez qu'elle affaiblit l'esprit d'équipe et le travail d'équipe. Et vous diriez, voilà, sinon qu'elle est source de tensions relationnelles. Alors, les résultats commencent à apparaître. Avec, voilà, a priori, quand même, voilà, un certain nombre de réponses, presque la moitié des participants, voilà, qui considèrent que le télétravail affaiblit l'esprit d'équipe et le travail d'équipe. Ça continue à arriver en termes de réponses, donc je vais attendre encore un petit peu. Voilà, donc grosso modo, 48% des participants considèrent que voilà, ça impacte négativement l'esprit d'équipe, suivi de aucun impact pour un quart d'entre vous, et enfin, source de tensions relationnelles, et seulement 2 personnes considèrent que ça renforce les liens entre collègues et améliore les collaborations. Ce qu'on vous propose pour rentrer dans cet atelier, c'est de découvrir l'entretien filmé de Yves Clos, qui est professeur émérite en psychologie du travail au CNAM, et qui s'est intéressé dans ses travaux au travail collectif, et en particulier dans son dernier ouvrage. Et nous lui avons posé la question sur la façon dont il percevait les effets du développement de la relation de travail à distance. Merci Yves Clos d'avoir accepté de contribuer à nos réflexions sur les impacts du télétravail, sur les coopérations, les collaborations et les collectifs de travail. Alors vos travaux, et en particulier votre dernier ouvrage, s'intéressent au travail collectif. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le développement des relations de travail à distance? L'hypothèse que je fais est assez simple en fait. C'est qu'au fond, chez les employeurs, il y a une hésitation sur le télétravail parce que on veut bien avoir un travail collectif parce qu'on sait que c'est indispensable pour arriver à travailler correctement, à faire ce qui est à faire, même pour la productivité. Mais on ne veut pas vraiment beaucoup de collectifs de travail. Voilà. Tel qu'il est conçu bien souvent, c'est d'ailleurs l'un des enjeux du télétravail, c'est coordonner les gens par la tâche. C'est-à-dire, au fond, les gens sont rassemblés autour de la tâche. On
on regarde le travail du point de vue du résultat et non pas du point de vue de l'activité. Et donc ça, c'est une certaine conception du travail collectif. Coordination par l'extérieur, apparemment supportable par beaucoup d'employeurs. Mais par contre, l'idée qu'il puisse y avoir un collectif de travail, c'est-à-dire une histoire commune, appuyée, fondée même sur la délibération, sur l'activité elle-même, c'est-à-dire sur les difficultés rencontrées dans le travail concret, qui fabrique une mémoire collective et qui, d'une certaine manière, aide un collectif à faire autorité dans le travail. Ça, c'est une toute autre affaire. Vous voyez, donc, on peut avoir très bien, et je pense que c'est ça qui explique ce chercher-croiser, ce paradoxe, quoi. Tout le monde a compris que le travail collectif, c'est indispensable pour que ça marche. Mais comme on réduit le travail collectif à la coordination autour de la tâche, alors, d'une certaine manière, ce qui est en même temps refoulé, j'allais dire, le collectif de travail, ce qui n'est pas tout à fait, comme je viens de dire, la même chose. Donc là, on a un problème social majeur, je pense. Et en télétravail, qu'en est-il de ce collectif de travail, ou en tout cas les possibilités de développer les relations de travail, les collaborations? Justement, c'est difficile. C'est difficile parce que bien souvent, bon, le télétravail, c'est à la fois, j'allais dire, l'usage du courrier. Hein, si je fais les choses, si je dis les choses un peu vite, c'est la voie, hein, c'est les mails, quoi. Et puis, c'est les réunions. C'est pas pareil. Alors, dans les deux cas, on a des effets sur le collectif de travail. Bon, on sait bien que l'usage du mail, en temps ordinaire d'ailleurs, hein, mais c'est encore développé quand c'est en télétravail. En temps ordinaire, on sait bien que le mail a évidemment beaucoup d'avantages. D'abord, il permet de rester en contact permanent, de transmettre des informations, les fichiers, et ainsi de suite. Il y a aussi des inconvénients très importants dont chacun d'entre nous a fait l'expérience, quoi. La maladresse sur les mails, la difficulté à comprendre l'intention qui est derrière le message, par exemple. L'intention que dans le travail collectif habituel, on arrive à mesurer par des indices corporels, par tout ce qu'on peut appeler le langage non verbal. On fait des hypothèses sur les intentions. Quand on est avec les mails, c'est plus difficile d'en faire et souvent d'ailleurs, par mail, on se permet des choses qu'on ne se permet pas à l'oral, hein, parce qu'on est protégé d'une certaine manière de la relation corporelle interpersonnelle, quoi. Voilà. Donc, on voit bien, il y a déjà sur le mail, c'est compliqué de faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'une certaine manière de discuter vraiment du travail, d'autant plus qu'on ne le voit pas. Voilà. On ne le voit pas. Quand on est par mail, on ne voit pas le travail. On discute de ce qu'il faudrait faire, on discute de la tâche, mais c'est très compliqué, le travail collectif par mail, quoi. Voilà. On sait bien, en temps ordinaire. Hein. Donc, et alors, pour les réunions, souvent les réunions, quand elles ont lieu en présence de la hiérarchie, coordonnées d'ailleurs par la hiérarchie, ce qui paraît pas illégitime, hein, mais qui là aussi produit des effets très, très, très forts sur le travail collectif dans ces situations-là, avec les effets d'inhibition, finalement les évaluations permanentes qui sont faites dans ces réunions. D'ailleurs, on constate souvent dans ces réunions-là, vous avez dû en faire l'expérience, une sorte de monopolisation de la parole avec des inhibitions très fortes. Enfin, c'est pas simple du tout. La coopération telle qu'on l'entend, c'est-à-dire finalement dans le vif de l'activité, pouvoir discuter avec ses collègues, y compris en leur disant quand c'est nécessaire, ça c'est pas du boulot. Ou l'inverse, hein, ça c'est du boulot. C'est comme ça d'ailleurs que je définis un collectif de travail. Hein. La possibilité de dire à ses collègues, dans le vif de l'activité, c'est-à-dire lorsqu'on voit les choses, lorsqu'on les a sous la main, j'allais dire, dans le courant quotidien. Je vais leur dire, ça c'est pas du boulot, avec parfois un peu d'humour, hein, ou au contraire avec une sorte
d'admiration comme ça, dire ça, vraiment, ça c'est du boulot. Vous voyez, ces choses-là de la vie quotidienne de travail qui fabriquent du collectif, parce que d'une certaine manière, elles permettent à la fois de dire les choses, de les corriger en fonction de la situation réelle dans laquelle on est, qu'on partage à ce moment-là, dans laquelle on est impliqué ensemble. Ça, c'est comme ça que se fabrique un collectif. J'allais dire par le corps et l'esprit. Ça veut dire que la parole n'est pas la même quand on est en proximité ou quand on travaille à distance? Ah non, c'est pas la même. C'est même si je voulais être précis, je dirais que c'est pas le même genre de discours. Le genre de discours en situation réelle, c'est un genre de discours qui est un moyen de travailler ensemble, concrètement. Hein, c'est-à-dire, au fond, de se mesurer ensemble à l'activité et pas simplement à la tâche. Et cette différence est importante, vous le savez bien, hein, c'est-à-dire l'activité, ça a à voir avec l'imprévu. Ça, le genre de discours dans des situations imprévues est très différent du genre de discours dans des situations extrêmement prévues et extrêmement formatées d'une certaine manière du télétravail, surtout lorsque ce sont des réunions qui se tiennent légitimement d'ailleurs, ça ne me paraît pas choquant, hein, avec les hiérarchies. C'est très différent. Là, c'est très, d'une certaine manière, forcément convenu et piloté par la tâche et non pas piloté par l'activité en situation réelle. Donc, ça a des avantages. Hein. Je ne suis pas en train de faire une critique du télétravail. Ça a des avantages. Ça a des avantages parce que ça permet parfois de rassembler autour d'un problème beaucoup plus de gens que d'habitude, par exemple. Hein. Et ça permet de coordonner plus facilement les choses. Donc, il n'y a pas chez moi une position de principe contre le télétravail. Je pense que d'abord, ça va se développer. Je pense qu'on est en train de vivre un moment de bascule. Quoi, hein. Ça peut être extrêmement utile et j'aurais mauvaise conscience même de le critiquer alors que je suis moi-même impliqué aujourd'hui dans des formes de télétravail et de travail à distance qui me permettent de faire des choses que j'imaginais même pas faire il y a encore une dizaine d'années. Hein. Donc, tout ça est marqué du sceau du progrès, ça c'est clair. Mais comme tout progrès, il y a une ambivalence très forte qui mérite qu'on réfléchisse. Et parce que justement, la technique offre des possibilités multiples sur lesquelles, je pense, on n'a pas encore complètement concentré l'énergie. Hein. Et de votre point de vue, comment peut-on favoriser les coopérations lorsque la proximité se réduit? Est-ce que cela suppose d'avoir construit d'autres choses en amont? Bah, bien sûr, si vous voulez, on a tous fait aussi cette expérience-là et les salariés la font. Lorsqu'on est en télétravail avec des collègues qui constituent un collectif de travail, au sens où je l'ai défini tout à l'heure, hein, c'est-à-dire une histoire, le sentiment de vivre la même histoire. Un collectif, ça a à voir avec ça, hein, le sentiment de vivre la même histoire depuis longtemps, avec les anciens, les nouveaux, d'organiser la transmission, de se parler de ce qu'on n'arrive pas à faire, organiser la transmission, de se parler de ce qu'on n'arrive pas à faire, de plaisanter autour de ce qu'on n'arrive pas à faire, hein, mais aussi parfois de s'empoigner autour de ce qu'on n'arrive pas à faire, hein, voilà, ce plaisir partagé en longue durée avec les sous-entendus, les raccourcis, les clins d'œil, voilà, tout ce qu'on n'a pas besoin de se dire et qu'on arrive à faire ensemble. Hein, voilà, ça c'est l'histoire collective. Alors quand il y a ça, bah, et qu'on passe en télétravail, ça ne disparaît pas. Et ça c'est une ressource majeure. Parce que d'une certaine manière, on télétravaille sur le socle du travail habituel. C'est-à-dire, on fait passer dans le télétravail le collectif de travail qui existait déjà. Donc, au fond, c'est un arrière-fond, on pourrait dire, hein, un
background collectif qui est, qui, qui est à l'arrière-plan des échanges en télétravail. Et du coup, c'est un problème qui était déjà présent avant le télétravail, mais qui permet un télétravail de qualité lorsque, au fond, on est en présence d'un collectif de travail. Bon, lorsqu'il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas ce fond, comment dire, je pense qu'on pourrait le faire. Il y a des expériences à faire, je crois qu'il y en a qui se font, dans lesquelles on fait du télétravail, j'allais dire, non pas contre les hiérarchies, parce que je pense que c'est très important la coopération, même conflictuelle, avec les hiérarchies, en tout temps, et même dans le télétravail, hein, mais sans les hiérarchies, c'est important. Je pense qu'il y a des expériences à faire qui d'ailleurs pourraient favoriser la pérennité, l'installation, l'émergence, l'installation et même la pérennité d'un collectif de travail. Faire des réunions en télétravail sur des problèmes qu'on n'arrive pas à régler, sans présence directe de la hiérarchie dans un premier temps. Vous voyez, j'imagine, je rêve un peu, hein, du télétravail en 2 temps. D'abord, on se réunit entre collègues, en ayant l'assurance qu'on peut parler des difficultés qu'on a entre nous sans être sous le regard hiérarchique. Et puis, dans un deuxième temps, revenir sur ces problèmes-là avec la hiérarchie. Autrement dit, faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait dans des interventions dans lesquelles on fait un travail collectif qui mobilise le collectif de travail et qui prépare ce collectif de travail à dialoguer avec la hiérarchie qui a sa légitimité et son point de vue sur la qualité du travail aussi. Je voudrais insister là-dessus, c'est qu'il y a une différence vraiment entre travail collectif et collectif de travail. Je pense que c'est un bon repère pour se situer sur cette question-là. Un travail collectif qui cherche à se passer du collectif de travail, c'est-à-dire qui s'organise simplement autour de la fixation et l'évaluation des tâches accomplies du point de vue de l'organisation. Voilà. Ce travail collectif-là peut très bien refouler le collectif de travail. Et je pense qu'il y a des pratiques de télétravail qui pourraient au contraire être des instruments médiatisés, hein, c'est le cas de le dire, pour faire du collectif, c'est-à-dire tisser de l'histoire, à condition que les gens puissent travailler ensemble tranquillement autour des problèmes qu'ils ont du mal à résoudre, autour parfois des solutions un peu miraculeuses qu'ils ont trouvées à des problèmes qui paraissaient insolubles. Voilà. En tout cas, des situations dans lesquelles on peut se surprendre, où il y a de l'inattendu. Et ça, c'est pas impossible en télétravail. C'est pas impossible. Mais il faut être tranquille, quoi. C'est-à-dire, il faut avoir à se mettre sous la dent de la matière. Hein. Il faut pouvoir rapporter dans la situation de télétravail entre collègues des choses qu'on a vécues dans la situation de travail réelle, soit avant, soit qu'on va avoir à vivre. Autrement dit, importer dans cette situation-là de l'expérience vécue en situation et pouvoir la triturer, cette expérience, pouvoir la triturer ensemble. Là, il y a du collectif. Et donc, le télétravail pourrait être un vrai instrument pour fabriquer du collectif. Mais s'il y a un instrument pour refouler du collectif et simplement faire du travail collectif, j'allais dire formalisé, alors c'est quelque chose qui est dangereux, j'allais dire, pour la santé et aussi pour l'efficacité. Voilà. Parce que le formalisme
d'un télétravail simplement piloté par la tâche, c'est quelque chose qui laisse des choses sur l'estomac, hein. Ce qu'on n'a pas pu dire, ce qu'on a ravalé dans la situation, ce qu'on n'a pas dit des difficultés qu'on rencontre, et dont on sait bien que tout travail en est fait, quoi. Voilà. Ça s'y prête bien, paradoxalement. Ça peut se prêter aussi à l'inverse. Voilà. C'est pourquoi je suis aussi un adepte du télétravail. Je pense que ça peut être un bon moyen d'instruire les dossiers entre collègues. Voilà. Pourquoi pas essayer de faire ça un peu plus systématiquement? Mais alors, il faut que les lignes hiérarchiques acceptent que le télétravail soit un instrument pour le collectif de travail et pas un instrument simplement pour un travail collectif piloté par la tâche. Et c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est en gros l'idée que je me fais du problème que vous me soumettez. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Clot. Alors, on va revenir au diaporama. Alors, encore un grand merci à Yves Clot, hein, qui a accepté voilà, d'avoir cet entretien en visioconférence. Un entretien très dense, très riche, que vous pouvez revisionner sur YouTube. D'ailleurs, voilà, on a mis le lien, hein, on nous l'a demandé. Donc, voilà, simplement, avant de passer la parole à Aubry Prieur, ce qu'on peut résumer, si tant est qu'on puisse résumer un entretien voilà, de la sorte, on entend en tout cas voilà, dans le discours de Yves Clot que le télétravail, c'est bien un instrument pour fabriquer du collectif à certaines conditions, hein, et en particulier lorsqu'il existe des temps d'échange entre collègues sans la hiérarchie pour préparer le collectif à dialoguer avec sa hiérarchie. Donc ça, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on retient. Alors, je propose maintenant de faire témoigner Aubry Prieur, qui est consultant donc au COPAS, qui est voilà, une structure de conseil, une coopérative de conseil composée de 7 consultants, pour qui la question du collectif s'est posée, finalement pas très récemment, en tout cas bien avant le contexte de crise sanitaire, et pour voilà, sur la réflexion autour du collectif qui vous a amené à outiller les collaborations à distance et développer voilà, un outillage spécifique. Bonjour Aubry Prieur. Bonjour à tous. Alors si vous voulez bien, moi, je vais peut-être présenter rapidement notre société pour ensuite répondre un peu aux 3 questions. Donc COPAS, c'est une SCOP, donc une société coopérative et participative, ce qui veut dire que tous les salariés de l'entreprise sont également associés de l'entreprise. Elle existe depuis 1983, nous sommes aujourd'hui 7. On travaille sur toute la France, avec une partie des équipes qui vivent sur la région parisienne, une autre sur la MEL. Et on accompagne en fait les collectivités, les services de l'État, des associations sur tout ce qui est politique sociale, que ce soit l'action sociale, médico-sociale, les politiques éducatives, lutte contre les discriminations, les politiques de la ville, plus largement l'économie sociale solidaire, l'organisation de services, gestion de projets, les démarches participatives. Alors, ce qui concerne un peu cette question de fonctionnement collectif à distance, nous, en fait, c'est un sujet qui est, on va dire, qui fait part du projet collectif de COPAS, parce que le télétravail a été mis en place dès le début. Donc, dès 1983, dès la création, ce qui correspond un peu, je pense, à plusieurs critères. C'est d'abord à notre activité, on est plutôt sur la prestation intellectuelle, on se déplace très, très souvent sur toute la France pour aller à la rencontre de nos clients. Il n'y a pas forcément une nécessité de se réunir en présentiel pour avancer sur nos projets. Une réflexion aussi depuis le départ sur, on va dire, le souhait de favoriser une certaine qualité de vie de travail,
avec comment essayer de trouver un bon équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle avec tous ces déplacements. Je pense aussi ça répond un peu à notre statut SCOP, à notre organisation interne. C'est que non seulement on est SCOP, mais on a aussi une hiérarchie, une organisation à plat, sans hiérarchie, avec ce qui a été dit sur l'intervention précédente, avec un principe de base, c'est la confiance. Et un principe d'égalité, c'est que toutes les décisions sont prises collectivement avec un principe, une personne, une voix. Peu importe l'expérience, le salaire, le poste des collègues. Dès qu'on arrive dans la boîte et qu'on intègre le COPAS, on a ce pouvoir, on va dire, de participation, de réaction, de proposition. Et donc, cette réflexion aussi s'accompagne avec, on va dire, les nouvelles technologies qui sont intégrées au fur et à mesure à partir de, donc là, de la création de la boîte, hein, donc avec l'achat des premiers ordinateurs portables, les imprimantes individuelles. Alors, ça paraît évident et bête aujourd'hui, mais c'est vrai que fin des années 80, c'était pas si évident que ça, le développement d'Internet. J'ai regardé un petit peu l'historique de COPAS. Hein, le premier achat d'un ordinateur, c'était dans les années entre 85 et 89. Développement d'un parc informatique tout début des années 90. Donc, il y a cet aspect technologique et toutes ces questions organisationnelles qui ont joué de pair. On a quand même en parallèle, on va dire, travaillé et réfléchi sur le maintien de temps collectif. Et ça peut répondre aussi un peu à la réflexion d'Yves-Claude, et de l'ouverture d'espaces de dialogue pour justement essayer de compléter ce travail à distance avec des temps finalement en présentiel, des réunions mensuelles pour partager nos expériences de travail, échanger nos pratiques, et également pour gérer tout simplement le quotidien de l'entreprise, recrutement, chiffre d'affaires, suivi de production, etc. Et des temps de supervision avec un tiers extérieur. Donc là, plus pour partager des tensions éventuelles en interne, pour aussi partager effectivement les difficultés auprès de clients et les points de satisfaction. Donc tous ces différents points sont accompagnés, comme je le disais, avec de l'avancée des techniques et des nouveaux outils technologiques, avec toujours l'esprit d'expérimentation. Donc je présenterai un peu plus tard le dernier outil pour essayer de favoriser la participation de l'ensemble des salariés. On a toujours eu à l'esprit d'essayer de tenter d'utiliser en tout cas des outils récents qui pouvaient nous apporter certaines choses. Ça a bien sûr commencé avec l'email, mais aussi l'utilisation de messagerie interne de type collaborative, de type Slack, les clouds, bibliothèques partagées, les éditeurs de textes collaboratifs, et des outils de gestion en ligne, de suivi de production, de gestion de frais, etc. Donc, on est vraiment sur l'esprit d'expérimentation et de s'appuyer sur les outils pour favoriser le télétravail, pour nous accompagner tout au long de notre production et de notre vie collective. Donc, en 2014, hein, il me semble, vous avez décidé collectivement au COPAS voilà, de développer un outil collaboratif. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quelles conditions ça s'est passé et comment vous y êtes pris? Alors donc la réflexion, c'était en fait, on utilisait beaucoup d'outils, on va dire, de gestion, de collaboration pour avancer sur nos contrats, notre production au quotidien, mais pas forcément d'outils pour favoriser la participation entre nos temps mensuels de réunion en présentiel. D'où cette réflexion pour essayer d'avancer, de prendre des décisions à distance, de développer la participation des salariés, de les associer entre ces temps de réunion, de trouver ou de développer un outil qui favoriserait la prise de décision, parce que tout se passait beaucoup par mail, dès qu'on avait une décision à prendre en dehors des temps de réunion, donc ce qui fait qu'on peut perdre le fil de la discussion. Si je me retrouve en déplacement 2-3 jours, je vais pas forcément lire les mails, je vais les ranger. Enfin, on avait une problématique de prise de décision, des fois de perte d'idées pour développer l'activité, pour améliorer la qualité de vie au travail. Ça pouvait se faire par téléphone en tête-à-tête ou par mail. Donc l'idée était vraiment de s'appuyer sur un outil participatif pour essayer de recueillir des propositions, de favoriser le débat, de prendre des décisions par un système de vote et de recenser aussi les décisions et de pouvoir les suivre. Et ça, c'était un constat partagé par toute l'équipe. On a fait un petit tour d'horizon, un peu de tous les outils privés, publics, open source ou non,
pour au final se centrer sur un outil donc, qui s'appelle Decidim. Donc ça vient en fait de la ville de Barcelone, c'est une plateforme open source et donc qui a été soutenue par la ville pour mettre en place en fait ces budgets participatifs. Donc la ville propose un budget, les habitants peuvent proposer des idées, débattre sur les idées, voter pour les idées et suivre la mise en œuvre de ces projets. Donc on a souhaité un peu l'adapter, l'utiliser. C'est un outil qui est organisé en plusieurs modules. Alors pour nous, l'open source était assez important, parce que déjà c'est un code qui est en libre accès, avec une communauté assez forte, donc qui actualise très régulièrement le code. On a la possibilité de modifier selon ses besoins et on n'est pas lié par un prestataire privé, par un fournisseur de logiciels classiques comme Microsoft ou autre. Donc on est moins à la merci, on va dire, d'un arrêt brutal ou d'augmentation de tarifs, etc. On a la chance aussi d'avoir les compétences en interne, donc nous hébergeons nous-mêmes cette plateforme Decidim et assurons la maintenance régulièrement. Pour présenter l'outil, donc vous avez différents modules en fait qui sont activables en fonction de vos besoins. Vous avez un module texte très simple qui présente par exemple l'objectif d'une consultation. Vous avez un module agenda, un module dépôt d'idées, de propositions et de vote par rapport aux idées. Un espace de débat où vous pouvez déposer des commentaires, être pour, contre par rapport au thème du débat. Un système de vote budget participatif, donc qui est plutôt relié à la consommation d'un budget. Système de diffusion d'enquête, suivi de décisions par un suivi statistique un peu de la mise en place des décisions. Un espace de communication de type blog, de la cartographie et un système aussi de tirage au sort si vous voulez constituer des groupes et on va dire de choisir de constituer un groupe de manière aléatoire. Alors sur notre utilisation, on va dire que ça fait un peu plus de 2 ans, je crois que ça on a commencé en 2018 si je ne dis pas de bêtises. On a, on va dire, une première phase d'1 an et demi où la plateforme a bien fonctionné. On avait un animateur administrateur, donc c'était moi qui animais la plateforme, qui était clairement affiché, donc pour créer les contenus, animer, relancer, communiquer. On s'est appuyé sur le quotidien de notre activité, c'est-à-dire on a partagé notre système de veille d'appel d'offres. On marche beaucoup par appel d'offres avec les collectivités, donc on pouvait débattre via le système de veille sur comment ça fonctionnait, est-ce qu'on était d'accord pour répondre, faire des propositions. On s'appuie aussi sur un module pour partager des CV, des candidatures de personnes extérieures pour pouvoir intégrer Copas, pouvoir réagir aussi, dire est-ce que le profil ne correspond pas. Un module de boîte à idées pour un séminaire, par exemple, pour organiser des séminaires régulièrement et ne plus perdre ces fameuses idées, peut-être de recherche et de développement. Un module qu'on crée mensuellement pour justement préparer l'ordre du jour de nos réunions mensuelles et un espace de débat assez ponctuel en fonction des besoins. Donc, sur le bilan d'une année et demie, on est arrivé à environ 200 propositions sur un collectif de 7 salariés, ce qui était quand même plutôt pas mal, avec environ 60 qui ont été validés, mis en place, 50aine de commentaires, une enquête mise en place, une 15aine de newsletters. Donc plutôt une satisfaction, c'était vraiment positif, une satisfaction plutôt générale de l'utilisation de cette plateforme, avec une relative simplicité, surtout pour les utilisateurs, un peu plus complexe pour l'administrateur, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, mais ça a favorisé la participation entre nos temps de réunion en présentiel. Peut-être pour illustrer, on s'est par exemple appuyé de cette plateforme pour changer nos statuts, les statuts de la coopérative. Sur un temps assez classique en présentiel, je pense qu'on pouvait mettre entre 2 et 3 mois en échangeant pendant ces réunions présentielles, voir ce qui fonctionnait pas, aller voir peut-être des consultants extérieurs pour pouvoir ajouter des idées. Là, grâce à la plateforme, sur environ 1 mois, on a pu prendre les décisions, modifier les statuts, rencontrer les partenaires, on mettait en ligne les échanges, les comptes rendus, ce qui engendrait des propositions, des débats, des amendements, du vote sur les propositions, elles ont été validées. Et au final, donc, on a pu, au bout d'1 mois, 1 mois et demi, faire une assemblée générale pour définitivement valider la modification des statuts. Donc, sur quelque chose quand même de très stratégique, les statuts d'une entreprise, c'est quand même assez important. On a pu être assez rapide
être assez réactif sur ces modifications. On s'est rendu compte aussi par expérience que ça pouvait compléter aussi nos prestations. Donc, du coup, on propose auprès de nos clients aussi, dès qu'on est sur de l'accompagnement au changement, de la consultation de salariés, de bénévoles ou d'habitants, dans le cadre d'accompagnement d'équipe, on propose aussi la plateforme, tout simplement pour favoriser la participation d'un plus grand nombre, de ne pas se limiter à des temps de travail collectifs en petit nombre, mais aussi de favoriser la participation de tous et de partager ses avis, de débattre sur des questions de changement organisationnel. En ce qui concerne les impacts de cette plateforme sur vos relations de travail et notamment sur le collectif que vous formez, donc vous expliquez que dans un premier temps, voilà, ça a permis de dynamiser finalement les relations à distance. Que diriez-vous aujourd'hui de son utilisation et de ses effets dans la durée et dans la période de confinement aussi notamment. Alors, je précise, si vous avez des questions pour Aubry Prieur, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. On y répondra juste après cette question. Alors, sur le bilan après cette année et demie, on n'a pas vraiment, autant le rôle d'administrateur était identifié, mais il n'y avait pas forcément de temps consacré sur cette fonction. Du coup, au bout d'une année et demie, moi, j'ai préféré, on va dire, passer le relais et on a essayé de réorganiser ça avec un binôme d'animateurs, ce qui n'a pas forcément pris. Donc, la réorganisation a peut-être un petit peu chamboulé l'utilisation de la plateforme. Est arrivé le Covid et le confinement. Alors, sur notre organisation, finalement, le Covid et le confinement n'a pas réellement perturbé notre organisation parce que tout était déjà numérisé. Tous nos outils, on utilise très peu le papier, tout est en version numérique. On a déjà tous les outils, donc on n'a pas été perturbé par ça sur notre production, sur notre relationnel. Par contre, du coup, on a plutôt délaissé la plateforme participative pour mettre en place plutôt des visioconférences sur des temps assez courts pour essayer de remettre un peu justement une sorte de présentiel et de se voir plus souvent. On a organisé des réunions, on va dire, d'1 heure à 2 heures toutes les semaines pour voir si tout se passait bien, pour essayer d'échanger sur nos problèmes, si on arrivait un peu à travailler parce que tout était bloqué. Donc, il y a vraiment eu un besoin de se rapprocher, finalement de recréer un collectif et tout simplement de se voir. Donc aujourd'hui, on utilise plus la plateforme sur l'aspect de veille, que ce soit effectivement de partage de CV, d'appel d'offres et de réactions, ou de manière très ponctuelle sur des sujets ponctuels, mais plus de manière aussi intensive, par exemple pour préparer nos réunions. Quelqu'un disait tout à l'heure dans le chat, finalement, au-delà de cette plateforme, de cet outil, voilà, il y a vraiment un besoin de combiner l'ensemble des médias possibles pour maintenir ce contact, cette proximité. Vous diriez que voilà, aujourd'hui, votre collectif de travail au sein du COPAS, il a évolué comment? En fait, on revient un peu, je ne vais pas dire en arrière, mais on revient sur un peu l'histoire de COPAS où on a mis pendant très longtemps en place des supervisions. Donc, vous avez un tiers extérieur qui vous passez une demi-journée avec lui et vous échangez sur vos pratiques, sur vos problématiques, ce qui est un peu finalement énoncé par Yves Clos, où vous échangez sur vos difficultés, ce que vous n'arrivez pas à faire et à réaliser pour essayer de résoudre les problèmes, etc. Donc, à la sortie de ce confinement, je pense on va essayer de mettre ça en place pour janvier. On va remettre en place ces temps en présentiel de supervision pour compléter effectivement ce temps de travail, de télétravail, qui fonctionne plutôt bien, qui est accepté par tous depuis le départ. Et c'est vrai que c'est venu aussi de l'utilisation de la visio qui remplace pas vraiment le présentiel, comme disait Yves Clos sur l'intervention précédente. On n'a pas tous les indices corporels, donc il peut avoir aussi des interprétations. Il peut y avoir de grosses interprétations par mail, mais il peut en avoir aussi par visio.
donc sur des attitudes, sur des commentaires, comment gérer le temps de parole. Donc, on a effectivement souhaité continuer avec tous nos outils. On n'arrête pas du tout. On continue le télétravail. Mais c'est important, effectivement, d'être en parallèle, d'être tout simplement en présentiel pour échanger. Donc, on travaille ensemble en fonction des contrats. On se réunit tous ensemble pour gérer la boîte, pour partager nos problèmes de gestion de boîte et de production. Et donc, on ajoute cette couche, effectivement, de supervision pour paramétrer vraiment un temps propre sur l'échange de pratiques. D'accord, merci Aubry. Je vais proposer à Marilène, ma collègue, qui était chargée de veiller à centraliser les questions. J'ai vu qu'il y avait eu un certain nombre de réponses pendant votre témoignage. Est-ce qu'il reste des questions pour Aubry Prieur auxquelles vous n'auriez pas pu répondre directement? Ah, c'était Jason, pardon. C'est Jason qui devait centraliser les questions. Jason, est-ce qu'il y a des questions que tu remettes ton micro, Jason? Juste une question dans le chat sur les méthodes, outils utilisés pour maintenir une convivialité dans l'équipe. Et ça a été répondu partiellement. Alors, ce qu'on a précisé en plus, c'était la possibilité de mettre en place des rituels collectifs courts, voilà, des visios hebdomadaires, des visios café ou des morning kick-off. Voilà, une visio en démarrage de la journée pour lancer le travail notamment. Mais il n'y a pas eu d'autres questions dans l'onglet questions ou dans le chat. D'accord. Il y avait une question pour le lien de la plateforme. Oui, je crois que je l'ai vu là sur le chat. Je crois que quelqu'un l'a mis en ligne, hein, c'est ça, decidim.org. Et donc là, si effectivement, si vous avez, c'est ça qui est intéressant, c'est si vous avez des compétences en interne ou une connaissance d'un développeur web, c'est une plateforme qui se met en ligne et qui est hébergée assez facilement et qui est utilisée par énormément de collectivités, de services de l'État sur toute l'Europe et qui est aujourd'hui bien adaptée aussi pour les collectifs privés, que ce soit pour les entreprises, les associations, les collectifs, des groupes. Donc, tous les espaces sont privés. Vous pouvez marcher sur un système d'invitation et ça fonctionne plutôt bien. C'est mis à jour régulièrement. Donc, c'est assez intéressant en tout cas à expérimenter. Et si des personnes sont intéressées, qui n'hésitent pas à me contacter sur LinkedIn pour avoir peut-être des précisions sur l'outil, je les renseignerai avec joie. Merci beaucoup Aubry Prieur pour ce témoignage vraiment très riche, très intéressant. Delphine, est-ce que tu peux remettre le PowerPoint? Je vais conclure avec voilà, deux, trois repères que j'ai recherchés en préparant cet atelier sur finalement comment construire des collectifs de travail. Alors des repères qui dépassent évidemment les questions de travail à distance, mais voilà, qui aident à penser, y compris dans ce contexte-là. Les conditions de construction d'un collectif de travail, hein, ne pas oublier que la coopération ne se décrète pas, hein, c'est la résultante d'un choix, hein, d'un acte volontaire fondé sur la confiance. Les règles prescrites uniquement par l'organisation ne sont pas suffisantes, hein, elles ne produisent qu'une coordination à minima. Le passage à une véritable coopération nécessite un certain deuil, finalement, managérial, qui nécessite de reconnaître la possibilité aux collectifs d'élaborer eux-mêmes des repères communs, de reconnaître les limites de l'organisation prescrite. Alors, voilà, fondé sur des analyses de différentes formes de collectifs de travail, on arrive à construire des repères dans un certain nombre de travaux. Là, je vous en ai cité un donc, aux éditions de l'ANACT il y a quelques années, qui pointe voilà, les 8 ingrédients pour former un collectif de travail, donc une interdépendance, des repères communs, des objectifs communs, des temps pour aussi échanger, débattre et pour la controverse, de l'informel
ce qui pêche un peu quand on est à distance et qu'il faut recréer impérativement, et le recours à une autorité pour arbitrer. Alors, on arrive à la fin de cet atelier. Comme tout à l'heure, j'invite ceux qui restent avec nous pour le dernier atelier à ne pas se déconnecter. Donc, l'atelier sur voilà, le lien avec l'écologie, le télétravail et l'écologie. Et encore un grand merci Aubry Prieur d'être intervenu dans cet atelier. Et pour ceux qui nous quittent, merci de répondre aussi au petit questionnaire qui vous sera envoyé pour évaluer ce webinaire. Merci à vous, au revoir. Au revoir.